vous pensez connaître la loi, ricana le juge avec un sourire moqueur, tandis que la salle d'audience éclatait de rire. Étienne Laroche, 18 ans, accusé à tort et seul contre toute attente dans un tribunal qu'il avait déjà condamné pour la couleur de sa peau. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en lui brûlait une rage silencieuse et une intelligence suffisamment vive pour briser leurs illusions. Croyez-vous en une justice égale pour tous? Si oui, commentez le numéro 9. Sinon, aimez la vidéo si vous avez déjà été victime de discrimination, même une fois dans votre vie, quelle que soit la forme qu'elle a prise. Partagez votre histoire pour que nous puissions l'écouter. Plongeons maintenant dans les développements palpitants de cette histoire. Dans une salle d'audience du comté de Los Angeles, l'air était lourd, saturé d'une tension presque suffocante. Les murmures des spectateurs, comme un murmure constant, remplissaient l'espace tandis que tous les regards se tournaient vers le jeune homme debout près de la table de défense. Étienne Laroche, un jeune homme de 18 ans, frêle, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon usé, paraissait étrangement calme. Mais autour de lui, il n'y avait que du mépris. Ses boucles noires, sa peau mate, son apparence modeste, tout en lui criait son appartenance à une communauté que cette pièce, ce système, avait appris à juger bien avant d'écouter. Étienne a été accusé de vol de voiture et de résistance à l'arrestation, des accusations suffisamment graves pour détruire son avenir. Mais pour ceux qui le regardaient, il n'était qu'un autre enfant latino. Un de ces garçons des quartiers pauvres, toujours suspect, jamais innocent. Au centre de la pièce, assis derrière son massif banc de bois, le juge Richard Valmont, un homme d'une cinquantaine d'années, ajustait sa robe d'un air ennuyé. Pour lui, cette journée n'était qu'une routine parmi d'autres, une audience banale, un accusé insignifiant, une sentence à prononcer avant de rentrer dîner. Ses cheveux grisonnants, soigneusement peignés, son costume parfaitement repassé trahissait une confiance arrogante, le genre d'homme qui croyait avoir tout vu, tout compris. Il feuilleta le dossier sans guère d'intérêt, ses doigts tapotant le bois avec une impatience à peine voilée. Puis il leva les yeux vers Étienne, et un sourire sarcastique étira ses lèvres. « Alors, gamin, tu crois que tu connais la loi mieux que nous » lança-t-il, sa voix teintée de sarcasme qui fit rire les spectateurs. « Ce n'est pas un jeu, mon garçon, ce n'est pas un de tes spectacles de rue. » Les rires reprirent, discrets mais aigus, comme des aiguilles qui transpercent l'orgueil d'Étienne. Une femme aux lèvres pincées esquissait un sourire complice. La greffière, occupée à taper sur son clavier, leva à peine les yeux, son expression trahissant le même dédain. Même la procureure, Nathalie Fournier, une femme imposante dans son tailleur noir impeccable, croisait les bras avec une satisfaction évidente. Pour eux tous, Étienne n'était rien d'autre qu'un enfant présomptueux, un garçon osant défier l'ordre établi. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait même imaginer, c'est que ce jeune homme apparemment fragile portait en lui une arme mortelle. Une intelligence acérée comme un rasoir, forgée au fil des années de lecture, d'observation et de fureur silencieuse contre l'injustice. « Mesdames et messieurs, silence !» ordonna le juge Valmont en frappant légèrement son marteau. Le murmure s'estompa, mais l'atmosphère resta lourde, comme si une tempête était sur le point d'éclater. Étienne, immobile, soutenait le regard du juge. Il n'y avait aucune peur, aucune défiance dans ses yeux. Seulement une détermination froide, presque troublante dans son immobilité. Ce calme les déstabilisait. Pourquoi cet enfant ne tremblait-il pas? Pourquoi n'a-t-il pas baissé la tête comme tant d'autres avant lui? Les spectateurs, entassés sur les bancs, échangeaient des murmures. Certains voyaient en lui un rebelle, d'autres un imbécile. Mais personne, absolument personne, ne soupçonnait la vérité. Étienne Laroche n'était pas là pour se défendre. Il était là pour se battre. La salle d'audience, avec ses murs gris et ses néons crus, semblait rétrécir sous le poids de tant de regards. Chaque détail, le craquement des bancs, le bruissement des papiers, le tic-tac d'une horloge au loin amplifiait la tension. Étienne, toujours silencieux, observait. Il a tout vu, le sourire narquois du juge, la posture posée du procureur, les hochements de tête subtils des jurés. Il entendait chaque murmure, ces mots à peine audibles qui le réduisaient à une caricature. Encore un de ces latinos qui causent des problèmes. Ces mots, il les connaissait par cœur. Il l'avait suivi toute sa vie, dans les rues de son quartier, dans les couloirs de son école, dans les regards qui glissaient devant lui. Mais aujourd'hui, c'était plus que des insultes. C'étaient des armes, utilisées par un système déterminé à l'écraser. « Monsieur Laroche », reprit le juge d'un ton empreint de condescendance. « Vous êtes accusé de crimes graves, vol de véhicule, résistance à l'autorité. Tu sais ce que ça veut dire,
n'est-ce pas? Il s'arrêta, attendant une réaction, un signe de faiblesse. But Étienne remain silent. Lèvres scellées, regard fixe. Le juge haussa un sourcil irrité. Très bien. Si vous voulez jouer dur, cela ne changera rien. La justice ne fait pas de faveur, surtout pas à ceux qui se croient au-dessus d'elle. De nouveaux rires ont résonné dans la salle. Un homme au fond, portant une chemise à carreaux, murmura à son voisin. Ce gamin va se faire écraser. L'indignation montait dans la poitrine d'Étienne, une colère brûlante. Mais il l'a retenu. Il savait que ce n'était pas le moment de parler. Pas encore. Chaque mot du juge, chaque ricanement de la foule, chaque regard méprisant. Chacun d'eux était un autre maillon de la chaîne d'injustice dont il avait été témoin toute sa vie. Cette salle d'audience n'était pas un lieu de vérité. C'était un théâtre où les rôles avaient été distribués bien avant. Le juge tout-puissant, le procureur triomphant, et lui, l'accusé, le bouc émissaire parfait. Mais Étienne n'était pas venu pour jouer leur jeu. Il était venu pour le renverser. Nathalie Fournier, la procureure, se tenait là avec une confiance calculée. Ses talons claquaient brusquement sur le sol, un bruit sec qui imposait le silence. Elle ajusta son costume, lissa une mèche de cheveux et adressa un sourire froid au jury. « Votre honneur » commença-t-elle d'une voix claire et autoritaire. L'État prouvera hors de tout doute qu'Étienne Laroche a volé un véhicule de luxe, une Mercedes signalée disparue quelques heures seulement avant son arrestation. Il a fui la police, a résisté à son arrestation et ses empreintes digitales ont été retrouvées sur le volant. Les faits parlent d'eux-mêmes. Elle marqua une pause, laissant ces mots pénétrer l'esprit des jurés. Puis, se tournant vers Étienne, elle ajouta avec un mépris à peine voilé. Un homme innocent ne court pas. N'est-ce pas vrai? Un frisson de colère parcourut Étienne. Ses poings se serraient dans ses poches, mais son visage restait inexpressif. Il connaissait ce ton. Ce regard. C'était la même chose qu'il avait vu dans les yeux des officiers qui l'avaient menotté. Les voisins qui ont détourné le regard. Les professeurs qui n'ont jamais cru en lui. Il n'était pas le seul à être jugé. C'était sa couleur de peau. Son origine. Son existence même. Et dans cette salle d'audience, il se tenait seul. Contre tout le monde. Pourtant, quelque chose en lui refusait de se plier. Une flamme, alimentée par des années de lecture, de discussions nocturnes avec sa mère. De nuits passées à rêver d'un monde plus juste. Le juge Valmont, le procureur Fournier, les jurés, le public. Ils pensaient tous que cette audience ne serait qu'une simple formalité. Une condamnation rapide avant le déjeuner. Ils avaient tort. Étienne Laroche n'était pas un accusé ordinaire. C'était une tempête prête à tout emporter. Et dans quelques instants, ils allaient le découvrir. Dans la salle d'audience, la tension restait électrique. Mais pendant un instant, l'histoire d'Étienne Laroche semblait suspendue. Comme si le temps lui-même s'était figé. Derrière son apparence frêle et son silence obstiné se cachait toute une vie. Une histoire tissée de luttes, de rêves. Et d'une fureur latente et contenue. Étienne n'était pas seulement un accusé face à un juge arrogant ou à un procureur implacable. Il était le fils d'un quartier oublié, l'enfant d'une communauté où chaque jour était une bataille pour exister. Et cette salle d'audience, avec ses murs froids et ses regards accusateurs, n'était rien d'autre qu'un obstacle de plus sur un chemin déjà semé d'embûches. Étienne avait grandi dans un coin modeste de Los Angeles, dans un quartier où des immeubles en ruine se dressaient comme des souvenirs s'estompant de jours meilleurs. Les rues, bordées de graffitis et de rêves brisés, résonnaient des sirènes de police et des éclats de voix aiguës des voisins. Là-bas, être jeune et latino signifiait porter une cible invisible sur le dos. Étienne l'avait appris très tôt, bien trop tôt. À seulement 10 ans, il avait vu son meilleur ami Louis être emmené sous les yeux de sa mère en pleurs, accusé d'avoir volé un vélo qu'il avait simplement emprunté. C'est comme ça ici, avait murmuré un voisin résigné. Mais pour Étienne, ces mots n'étaient pas le destin. Ils furent une étincelle, le début d'une rébellion silencieuse qui allait façonner tout son avenir. Sa mère, Thérèse Laroche, fut le pilier de sa vie. Assistante juridique depuis plus de 20 ans, elle rentrait chaque soir épuisée, les épaules courbées sous le poids des dossiers interminables et des injustices dont elle était témoin quotidiennement. Dans leur petit appartement, où les murs étaient tapissés de livres usés et de photographies jaunies, Thérèse transformait la fatigue en leçons. Autour de la table de cuisine cabossée,
Elle parle à Étienne des dossiers qu'elle suit, des accusés mal défendus, des procureurs qui déforment la vérité et des juges qui rendent des verdicts sans même écouter. Le système n'est pas juste, mon fils, disait-elle, les yeux brûlants d'une colère contenue. Mais la vraie justice commence par ceux qui refusent de baisser la tête. Ces mots se sont gravés profondément dans l'esprit d'Étienne, gravés comme une promesse sacrée. À peine âgé de 12 ans, il dévorait déjà les manuels de droit que Thérèse rapportait à la maison. Alors que d'autres enfants jouaient au basket ou rêvaient de devenir des stars de cinéma, il passait ses nuits à décortiquer des jugements, à analyser des arguments et à rêver d'un monde où la loi serait un bouclier et non une arme. À 14 ans, il avait tenu tête à un professeur d'histoire qui prétendait que certains groupes causaient plus de problèmes que d'autres. Avec une logique inébranlable, Étienne démonta les arguments du professeur, laissant la classe stupéfaite et muette. Ce gamin a du feu en lui, avait murmuré un camarade de classe, à moitié admiratif, à moitié impressionné. Mais ce feu, Étienne le gardait profondément enfoui. Il savait que dans son monde, brûler trop fort n'attirait que les ennuis. Les ennuis sont arrivés de toute façon. Dans son quartier, les contrôles de police étaient une routine humiliante. Étienne avait vu des amis arrêtés pour rien, pour un regard jugé provocateur, pour un sac à dos jugé suspect, pour être rentré trop tard à pied. À chaque fois, il sentait la rage monter. Une rage muette remplie d'images, des menottes qui claquent, des mères qui crient, des vies brisées par un système qui n'a jamais dit pardon. Pourquoi nous, se demandait-il, les poings serrés, en regardant les gyrophares des voitures de police disparaître dans la nuit? La réponse, il l'a trouvée dans les livres. Dans des conversations nocturnes avec Thérèse. Dans ses heures blanches, il jurait qu'il changerait les choses. À 16 ans, Étienne avait déjà une réputation dans son quartier, non pas comme un fauteur de troubles, mais comme un jeune homme qui savait parler, qui savait penser. Lorsqu'un voisin a été confronté à une expulsion, il a aidé à rédiger des lettres aux avocats. Lorsqu'un ami a été arrêté, il a expliqué à la famille comment demander un défenseur public. « Tu devrais être avocat, Étienne », lui dit Thérèse, son visage fatigué illuminé par un sourire fier. Mais pour Étienne, cela ne suffisait pas. Être avocat, c'était bien. Changer le système était mieux. Il rêvait d'un jour où personne, dans son quartier ou ailleurs, ne serait jugé pour la couleur de sa peau ou le son de sa voix. Ce rêve brûlait en lui une flamme silencieuse, invisible mais inextinguible. Et maintenant, dans cette salle d'audience, cette flamme brûlait plus fort que jamais. Le juge Richard Valmont, avec son sourire narquois, ne voyait en lui qu'un enfant présomptueux. La procureure Nathalie Fournier, avec sa confiance glaciale, ne voyait qu'un accusé à écraser. Mais ils avaient tort. Étienne n'était pas là par hasard. Chaque livre lu, chaque injustice constatée, chaque leçon de Thérèse l'avait préparé à ce moment. Il n'était pas seulement un accusé. C'était un combattant, armé d'un esprit vif et d'une fureur vertueuse. De retour dans la salle d'audience, le juge Valmont frappa à nouveau son marteau, impatient. « Finissons-en », grommela-t-il en jetant un regard distrait au dossier. Ce garçon n'a rien à faire ici, si ce n'est pour apprendre une leçon. Les mots ont fait l'effet d'une gifle et un murmure d'approbation a parcouru les spectateurs. Un homme au fond rit d'un air moqueur, encore un qui pense pouvoir déjouer le système. Le procureur Fournier, toujours debout, s'autorisait un sourire satisfait, comme si l'issue était déjà scellée. Pour eux, Étienne était une formalité, un nom à cocher sur une liste de condamnation. Mais Étienne vit autre chose. Aux yeux du juge, il reconnaissait l'arrogance de ceux qui n'avaient jamais remis en question leur propre pouvoir. Dans le sourire narquois du procureur, il a vu la certitude de ceux qui croyaient que la victoire leur appartenait de droit. Et dans les murmures de la foule, il entendait l'écho des injustices qu'il avait juré de combattre. Sa colère, celle de son ancien compagnon, bouillonnait sous sa peau. Mais il la gardait sous contrôle. Il savait que parler maintenant serait une erreur. Il a dû attendre. Montre que ses adversaires creusent leur propre tombe. Car ce qu'il prenait pour de l'insolence n'était rien d'autre que le calme avant la tempête. Au fond de la salle, Thérèse était assise en silence. Ses mains serrées sur son sac usé trahissaient son anxiété, mais ses yeux brillaient d'une fierté féroce. Elle connaissait ce regard, ce mélange de détermination et de fureur. Elle savait exactement de quoi son fils était capable. Et elle savait aussi le prix qu'il paierait pour avoir osé s'opposer à un système qui écrasait des gens comme eux sans même regarder en arrière. « Mon garçon », murmura-t-elle si doucement que personne ne put l'entendre, « fais-leur payer leur mépris. » La pièce redevint silencieuse,
mais l'air vibrait d'une nouvelle tension. Le juge Valmont, inconscient du danger, feuilleta une dernière fois le dossier. « Monsieur Laroche, dit-il d'une voix lourde de dédain, j'espère que vous êtes prêt à assumer les conséquences de vos actes. » Étienne ne répondit pas, pas encore. Mais dans son esprit, une certitude s'est enracinée, plus forte que jamais. Cette audience n'était pas la fin. C'était le début. Le début d'une bataille qu'il n'avait pas choisie, mais qu'il était prêt à mener jusqu'au bout. La salle d'audience, encore baignée par la lumière crue des néons, semblait vibrer d'une tension nouvelle. Les murmures s'étaient tus, remplacés par un silence suffocant. Tous les regards se sont tournés vers la procureure Nathalie Fournier. Elle se tenait grande, son costume noir impeccable, un sourire froid sur les lèvres. Elle s'avança vers le jury avec une confiance délibérée, ses talons frappant le sol comme le claquement d'un fouet. Dans cette arène judiciaire, elle était une gladiatrice, et Étienne Laroche, ce garçon de 10 ans à la peau mate, n'était, à ses yeux, qu'une proie facile. Un accusé voué à s'effondrer sous le poids des preuves qu'elle s'apprêtait à dévoiler. Mais pour Étienne, immobile près de la table de la défense, ce moment n'était pas une simple audience. C'était une embuscade, un piège soigneusement tendu par un système qui l'avait condamné bien avant même d'avoir franchi le seuil du tribunal. Le juge Richard Valmont, affalé sur sa chaise, observait la scène avec un mélange d'ennui et de satisfaction béate. Ses doigts tambourinaient nonchalamment sur le banc, comme s'il attendait simplement la fin de cette formalité pour passer à des sujets plus intéressants. « Monsieur le procureur, vous avez la parole », murmura-t-il d'une voix lente et presque lasse. Nathalie hocha légèrement la tête, un geste de courtoisie feinte avant de se tourner vers le jury. Son regard perçant, froid comme l'acier, balaya leur visage, s'assurant de capter chaque regard. « Votre honneur, mesdames et messieurs du jury, » commença-t-elle d'une voix claire, ferme et impérieuse. L'État prouvera, au-delà de tout doute raisonnable, qu'Étienne Laroche est coupable des crimes qui lui sont reprochés, vol d'un véhicule de luxe ou une Mercedes déclarée volée quelques heures avant son arrestation et résistance violente aux forces de l'ordre lors de son interpellation. Un frisson parcourut la salle d'audience. Les jurés, assis en rang serré, échangèrent des regards furtifs. Certains hochèrent la tête, comme si les paroles de Nathalie avaient déjà scellé le sort d'Étienne. Elle marqua une pause, laissant son message pénétrer profondément dans leurs esprits, puis poursuivit avec une précision chirurgicale. Les preuves sont accablantes. Les empreintes digitales de l'accusé ont été retrouvées sur le volant du véhicule volé. Un policier, Marc Dupont, a personnellement vu Étienne Laroche au volant avant qu'il ne tente de fuir dans les rues de la ville. Et lorsque les forces de l'ordre l'ont finalement intercepté, il a résisté, défiant leur autorité avec une arrogance qui en dit long sur son mépris de la loi. Les mots de Nathalie, aiguisés comme des lames, fendent l'air. Chaque phrase resserre les taux autour du cou d'Étienne. Le public, captivé, se penche, avide de chaque détail. Une femme au premier rang, les lèvres pincées, murmura à sa voisine, avec des preuves comme celle-là, ce gamin n'a aucune chance. Un autre, un homme en costume froissé, murmura doucement, c'est toujours la même histoire avec ces jeunes des cités. Ces commentaires à peine audibles étaient pour Étienne comme du sel sur une plaie ouverte. Il les entendait. Il les ressentait, ces jugements hâtifs qui le réduisaient à un cliché éculé, un suspect tout désigné, coupable simplement d'être né avec une couleur de peau inadaptée. Étienne restait immobile, les mains enfoncées dans ses poches. Mais sous ce masque de calme, la tempête grondait. Chaque accusation, chaque regard condamnatoire ravivait une vieille fureur, une indignation qu'il avait appris à contenir depuis longtemps, mais qui menaçait maintenant de se déchaîner. Il connaissait ce scénario par cœur, un jeune latino, un crime, des preuves soi-disant irréfutables. Combien de fois avait-il vu des amis, des voisins, des inconnus tomber dans le même piège? Combien de fois avait-il entendu les sirènes hurler dans son quartier, entraînant des innocents vers un destin qu'il n'avait jamais choisi? Mais aujourd'hui, c'était lui. Et il refusait de se laisser écraser. Imperturbable, Nathalie s'approcha du bureau où se trouvaient ses dossiers, saisissant une pile de documents avec une assurance théâtrale. « Permettez-moi de présenter les faits », reprit-elle en brandissant une feuille comme un trophée. Le rapport de police est clair. L'agent Marc Dupont a repéré l'accusé au volant de la Mercedes volée à 22h30, dans une rue animée du centre-ville. Alors qu'il tentait d'intervenir, Étienne Laroche a accéléré, déclenchant une course-poursuite sur plusieurs pâtés de maison. Ses empreintes digitales, retrouvées sur le volant et la portière, confirment sans l'ombre d'un doute qu'il était le conducteur. Elle se tourna vers le jury, le regard vif et inflexible. « Mesdames et messieurs,
posez-vous la question, un innocent se comporterait-il ainsi? Un innocent fuirait-il la police? Résisterait-il avec une telle audace? Le juge Valmont hocha la tête, un sourire satisfait tirant sur ses lèvres. Eh bien, tout cela me paraît clair, murmura-t-il, son regard se posant sur Étienne avec une condescendance à peine dissimulée. Monsieur Laroche, j'espère que vous avez une bonne explication, car, en l'état actuel des choses, la situation ne vous semble pas favorable. Un léger rire parcourut la salle d'audience. L'huissier, à la porte, croisa les bras, affichant une expression de triomphe suffisant. Pour eux, l'affaire était close. Étienne n'était plus qu'un enfant des rues, un nom de plus sur la liste interminable des condamnés. Mais Étienne voyait au-delà des apparences. Il écoutait. Il analysait. Il notait chaque mot prononcé par le procureur. Sous son silence, son esprit s'emballait, cherchant des failles, des incohérences, des mensonges habilement tissés dans ce récit trop parfait. Parce qu'il savait, mieux que quiconque, que la vérité était une denrée rare, déformée et manipulée par ceux qui détenaient le pouvoir. Et dans cette salle, le pouvoir appartenait à Nathalie Fournier et à Richard Valmont, aux deux visages d'un système qu'il avait déjà jugé bien avant d'avoir eu l'occasion de s'exprimer. Sentant l'attention grandissante du jury, Nathalie a mis son avantage. L'État ne spécule pas, a-t-elle déclaré, la voix s'élevant au point de susciter l'émotion. Nous avons des preuves matérielles. Nous avons des témoignages crédibles. Nous avons un comportement qui parle de lui-même. Étienne Laroche n'est pas une victime. C'est un délinquant qui pensait pouvoir défier la loi et s'en sortir indemne. Elle se tourna vers Étienne, les yeux plissés de dédain. Mais ici, jeune homme, la justice ne pardonne pas. Tu as choisi de jouer avec le feu. Et maintenant, tu vas être brûlé. Ces paroles, prononcées avec une assurance glaciale, firent l'effet d'un coup de poing en plein ventre. Les jurés, séduits par sa performance, parurent convaincus. Une femme au centre du jury griffonnait quelque chose sur son bloc-notes, le visage figé par une détermination glaciale. Un homme plus âgé croisa les bras, l'air dur comme du granit. Pour eux, Étienne était déjà coupable, son sort était scellé par les empreintes digitales, la course-poursuite en voiture, le témoignage de l'agent Dupont. Et pourtant, Étienne ne broncha pas. Son regard, rivé sur le procureur, brillait d'une intensité indéchiffrable, un mélange de défi et de patience. Il savait que ce n'était pas le moment de parler. Pas encore. Au fond de la salle d'audience, Thérèse Laroche serrait son sac à main contre sa poitrine, les doigts tremblants. Elle connaissait son fils. Elle reconnaissait cette étincelle dans ses yeux, celle qu'il avait lorsqu'il refusait de s'incliner. Mais elle voyait aussi le piège se refermer sur lui, ses accusations, tranchantes comme des lames, auxquelles il semblait impossible d'échapper. « Mon Dieu, donne-lui de la force », murmura-t-elle, ses lèvres bougeant à peine. Elle savait que cette bataille ne se gagnerait pas par les cris ou les larmes, mais par la ruse et la vérité. Et au fond d'elle-même, elle savait qu'Étienne était prêt à se battre. Le juge Valmont, ignorant que la tempête se préparait, frappa son marteau. « Merci, madame la procureure, dit-il d'un ton satisfait. Les accusations sont claires, les preuves solides. Il se tourna vers Étienne, un sourire moqueur aux lèvres. Monsieur Laroche, votre défense a intérêt à être convaincante, car vous êtes actuellement dans une position, disons, assez délicate. Un rire étouffé parcourut la salle d'audience. L'huissier échangea un regard amusé avec le greffier. Mais Étienne ne rit pas. Derrière son silence, une colère brûlante montait et une profonde indignation face à cette mascarade grotesque de justice. Il n'était pas seulement un accusé. Il était un symbole. Un cri contre un système qui condamnait les innocents pour leur apparence, leur origine, leur existence même. Et dans cette pièce, où chaque mot semblait le pousser plus près du mur, il refusait de céder. Car il savait absolument que la vérité était de son côté. Et bientôt, très bientôt, il la ferait exploser. La salle d'audience semblait figée, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Les paroles de la procureure Nathalie Fournier, tranchantes comme des lames, résonnaient encore dans l'esprit des jurés, dont les visages se crispaient sous une conviction grandissante. Le juge Richard Valmont, ses lunettes glissant légèrement sur son nez, observait la scène avec une confiance désinvolte, certain que l'affaire était pratiquement terminée. Les accusations flottaient dans l'air, résistance à l'autorité, empreinte digitale sur le volant pesant sur Étienne comme un poids étouffant. Pourtant, le jeune homme d'à accent grave, peine 18 ans, debout à la table de la défense, n'avait pas bronché. Son regard,
fixé sur un point invisible, trahissait la tempête qui l'habitait, une rage silencieuse face à cette mascarade de justice. À ses côtés, Laure Rivière, son avocate commise d'office, débordée, fouillait le dossier. Ses mains tremblantes trahissaient son malaise. C'était une femme d'une trentaine d'années, dépassée par un système qui lui donnait trop de dossiers et trop peu de temps. Ses lunettes à monture glissaient sans cesse sur son nez, et sa voix, lorsqu'elle essayait de parler. « Votre honneur » commença-t-elle avec hésitation, « mon client. » Les mots moururent dans sa gorge, étouffés par le poids de la tâche qui l'attendait. Les jurés échangèrent des regards dubitatifs. Un murmure moqueur s'éleva dans la galerie du public. « Elle va le laisser couler », murmura un spectateur à un homme âgé aux cheveux grisonnants à son voisin. Pour tout le monde, l'issue semblait inévitable, Étienne était perdu. Mais Étienne voyait clair. Il vit l'hésitation de Laure, la suffisance du juge, la satisfaction du procureur. Il vit la salle d'audience telle qu'elle était réellement, un théâtre où le verdict avait été écrit bien longtemps auparavant, où un jeune latino comme lui n'avait droit qu'à un seul rôle, celui de coupable. Cette pensée déclencha en lui une rage fulgurante, une indignation palpitante. Combien de fois avait-il vu cette scène se dérouler? Combien de fois avait-il entendu parler de vies innocentes brisées par des avocats surmenés et des juges indifférents? Pas cette fois. Il ne laisserait pas le système l'engloutir tout entier. D'un geste aussi calme que décisif, Étienne posa la main sur le bras de Laure. Ce n'était pas agressif, c'était un choix. Une volonté de reprendre le contrôle. Laure, surprise, le regarda dans les yeux, son regard oscillant entre confusion et résignation. Puis, avec un léger hochement de tête, elle recula et s'assit sans un mot. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Les jurés se redressèrent. Les spectateurs retinrent leur souffle. Même le juge Valmont, pour la première fois, parut déstabilisé. Il ajusta ses lunettes en fronçant les sourcils. « Que se passe-t-il, mademoiselle Rivière » demanda-t-il, la voix empreinte d'impatience et de curiosité. Étienne fit un pas en avant, les yeux fixés sur le juge. « Votre honneur » a-t-il déclaré d'une voix claire et ferme, « je me représenterai moi-même. » Un murmure d'incrédulité parcourut la salle comme une vague s'écrasant sur le rivage. Les jurés écarquillèrent les yeux. La procureure, Nathalie, croisa les bras avec un sourire narquois. Le public se mit à chuchoter avec enthousiasme. « Il est fou » murmura une femme au fond, tandis qu'un autre spectateur ricanait. « Ce gamin veut jouer les héros. Il va se faire écraser. » Le juge Valmont ne put retenir un rire aigu et méprisant qui résonna dans la salle d'audience. « Tu te défends toi-même » répéta-t-il, les yeux brillants d'ironie. « Mon garçon, ce n'est pas un feuilleton télévisé. Tu crois pouvoir affronter un tribunal avec cette prétention ?» Il se tourna vers le procureur, comme pour partager la plaisanterie. Nathalie haussa un sourcil, son sourire narquois s'élargissant. « Votre honneur, je n'ai aucune objection, » dit-elle d'une voix pleine de condescendance. « Si l'accusé veut creuser sa propre tombe, qu'il le fasse. » Mais Étienne ne broncha pas. Son visage restait impassible, ses yeux flamboyaient d'une froide détermination. Pourtant, intérieurement, la colère grondait et une fureur alimentée par des années d'injustice, par les regards qu'il avait toujours jugés, par les menottes qui avaient trop souvent claqué autour des poignets de ceux qu'il aimait. « Pourquoi dois-je me battre seul ?» se demanda-t-il, la question résonnant comme un cri dans son esprit. Pourquoi un jeune homme d'Aix sans grave peine 18 ans devrait-il risquer son avenir simplement pour prouver son innocence dans une pièce où tout est contre lui? Ce n'était pas juste. Ce n'était pas bien. Mais c'était son combat. Thérèse Laroche, assise au fond de la salle, serrait son sac si fort que ses jointures en blanchissaient. Son regard, rivé sur son fils, brillait à la fois d'angoisse et de fierté. Elle comprenait ce que signifiait cette décision. Elle savait le courage qu'il fallait pour s'opposer à un système qui écrasait les âmes tel un rouleau compresseur. Mais elle savait aussi qu'Étienne n'était pas n'importe qui. C'était son fils, le garçon qui avait grandi avec des livres de droit comme compagnon, le garçon qui avait appris à transformer la rage en arme. « Vas-y, mon garçon » murmura-t-elle d'une voix tremblante mais résolue. « Montre-leur qui tu es. » Le juge Valmont frappa de son marteau, rétablissant le silence. « Très bien, monsieur Laroche » dit-il d'un ton oscillant entre amusement et irritation. « Vous avez le droit de vous défendre vous-même. Mais je vous préviens, ce tribunal ne fait pas de cadeaux. Si vous échouez, ce sera votre faute. Et vous seul. » Il se pencha en avant, les yeux plissés.
Êtes-vous sûr de vouloir prendre ce risque? Étienne soutint son regard et hocha la tête. Oui, votre honneur, répondit-il d'une voix ferme. J'en suis sûr. Un frisson parcourut la salle. Les jurés échangèrent des regards incertains. Le procureur pinça les lèvres. Le public retint son souffle. Ce n'était plus seulement un procès. C'était le début d'une bataille. Et Étienne venait de lancer le gant. Un silence pesant, presque étouffant, s'est installé dans la salle d'audience. Los Angeles. Les jurés étaient figés, les yeux rivés sur Étienne Laroche, le jeune homme de 18 ans qui venait de déclarer, avec une assurance désarmante, qu'il se défendrait lui-même. Le juge Richard Valmont, ses lunettes glissant sur son nez, fronça les sourcils, partagés entre l'amusement et l'irritation. La procureure, Nathalie Fournier, les bras croisés, affichait un sourire moqueur, certaine que ce gamin présomptueux allait s'effondrer sous le poids de ses propres paroles. Mais Étienne, debout devant le tribunal, ne montrait aucun signe de faiblesse. Son regard, brûlant d'une détermination farouche, scrutait les visages des jurés, du juge et des spectateurs. Il n'était plus l'accusé vulnérable qu'il s'attendait à voir. Il était devenu une tempête prête à éclater, et ses paroles allaient bientôt frapper comme la foudre. Étienne s'avança vers le centre de la salle d'audience. Ses pas résonnèrent sur le parquet usé. Il prit une profonde inspiration, laissant le silence s'épaissir, pesant sur tous les présents. Ce n'était pas un hasard, il avait souhaité ce silence, car dans une pièce où tout était contre lui, chaque seconde de tension jouait en sa faveur. Puis, d'une voix claire, mesurée, mais vibrante d'une colère contenue, il s'adressa au juge. « Votre honneur » commença-t-il d'une voix assurée. « Avant de répondre aux accusations, j'aimerais poser une question au procureur. » Un murmure parcourut l'assistance, comme une vague d'étonnement. Nathalie haussa un sourcil, son sourire narquois s'estompant légèrement. « Allez-y, monsieur Laroche » répondit-elle d'un ton empreint d'une condescendance à peine dissimulée. « Mais je vous préviens, les jeux de mots ne vous sauveront pas. » Étienne ignora la pique. Il fixa son regard, un regard qui semblait transpercer les apparences. « Madame Fournier, dit-il d'une voix ferme comme la pierre, vous avez déclaré que l'agent Marc Dupont m'avait vu au volant de la Mercedes volée, n'est-ce pas? » Nathalie hocha la tête, impatiente, comme si la question était une perte de temps. « Exactement, rétorqua-t-elle. Son témoignage est clair et consigné dans le rapport officiel, signé et validé. » Étienne inclina légèrement la tête, un geste presque imperceptible, trahissant sa concentration acérée. « Dans ce cas, votre honneur, a-t-il poursuivi en se tournant vers le juge Valmont, je demande que ce témoignage soit retiré des preuves admissibles. » Un frisson d'incrédulité parcourut la salle d'audience. Les jurés se redressèrent, leur regard oscillant entre Étienne et le procureur. Les spectateurs retinrent leur souffle. Même l'huissier, habituellement impassible, écarquilla les yeux, surpris par l'audace du jeune homme. Le juge Valmont se pencha en avant, son sourire moqueur remplacé par une curiosité prudente, voire un soupçon d'inquiétude. « Pour quelle raison, monsieur Laroche » demanda-t-il, sa voix teintée d'un scepticisme évident, mais teintée d'un intérêt sincère. Imperturbable, Étienne s'approcha du podium, ses mains, enfin sorties de ses poches, reposant calmement devant lui. « Parce que l'agent Dupont n'était pas de service cette nuit-là, déclara-t-il, chaque mot tombant comme des pierres dans l'air silencieux. Son rapport affirme qu'il m'a vu à 2 heures du matin, mais j'ai des raisons de croire que sa voiture de patrouille n'était même pas sur les lieux de l'arrestation. Je demande l'accès aux données GPS de son véhicule pour confirmer sa position exacte. » Un silence glacial s'installa, si pesant qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Les jurés échangèrent des regards perplexes. Certains griffonnèrent des notes, d'autres froncèrent les sourcils. Pour la première fois, Nathalie sembla perdre son sang-froid. Ses lèvres se pincèrent, ses mains crispées sur ses dossiers, trahissant un malaise soudain. « C'est absurde » lâcha-t-elle d'une voix moins ferme qu'avant, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. Le témoignage de l'officier est clair, corroboré et fait partie du dossier officiel. Mais Étienne ne la laissa pas reprendre le contrôle. « Si c'est si clair, Madame Fournier, rétorqua-t-il d'une voix tranchante comme une lame, alors pourquoi refuser de vérifier? Si la justice était votre priorité, ces données ne feraient que confirmer vos dires, n'est-ce pas? » Un léger murmure d'approbation, discret mais audible, s'éleva du public. Pour la première fois, la procureure sembla vaciller, sa confiance ébranlée par la logique implacable d'Étienne. Une femme au premier rang, les yeux écarquillés,
chuchota à sa voisine, ce gamin, il sait exactement ce qu'il fait. Le juge Valmont, visiblement perturbé, s'éclaircit la gorge, ses doigts tambourinant nerveusement sur le banc. Madame la procureure, demanda-t-il, son regard oscillant entre Nathalie et Étienne, avez-vous une objection? Elle hésita, juste une fraction de seconde, mais suffisamment longtemps pour que le silence parle plus fort que les mots. Non, votre honneur, répondit-elle finalement, la voix manquant de conviction, comme si elle sentait déjà le sol s'effondrer sous ses pieds. Étienne hocha la tête discrètement, à peine visible, mais qui trahissait une satisfaction discrète. Il venait de porter le premier coup, un coup précis qui ébranlait déjà les fondements du dossier de l'accusation. Mais il n'en avait pas fini. Se tournant vers le jury, il adopta un ton plus doux, plus intime, comme s'il s'adressait à des amis. Mesdames et messieurs, commença-t-il, son regard croisant celui de chaque juré, le procureur veut vous faire croire que mes empreintes sur le volant prouvent ma culpabilité. Mais réfléchissez un instant. Il s'arrêta, laissant les mots s'installer dans leur esprit. Avez-vous déjà touché une voiture garée dans la rue? Vous avez peut-être posé la main sur une portière, ouvert une poignée par curiosité ou admiré l'intérieur. Est-ce que cela fait de vous un voleur? Les jurés échangèrent des regards incertains. Une femme au centre fronça les sourcils, visiblement en train de reconsidérer la question. Un homme plus âgé se pencha en avant, intrigué. Étienne insista, la voix haute, vibrante d'une indignation à peine contenue. Cette Mercedes est restée garée devant une épicerie pendant des heures. J'étais là avec 3 amis. J'ai touché la portière, je l'ai ouverte, j'ai regardé à l'intérieur. Un acte stupide peut-être une erreur de jeunesse, sans doute. Mais un crime? Non. Il s'arrêta de nouveau, ses mots suspendus dans l'air comme de lourdes pierres. Pourtant, c'est pour cela qu'ils veulent me condamner. Non pas à cause de preuves tangibles, mais à cause de ce que je représente à leurs yeux, un jeune latino, le suspect idéal. Ces mots, prononcés avec une fureur contenue, firent l'effet d'un coup de tonnerre. Les jurés s'agitèrent, mal à l'aise. Certains baissèrent les yeux, troublés par la vérité crue qu'ils venaient de dévoiler. Le public, qui avait été prompt à murmurer des jugements, est maintenant tombé dans un silence stupéfait, frappé par la puissance de ces mots. Nathalie, les joues rouges, feuilletait frénétiquement ses dossiers, à la recherche d'une réponse, d'une bouée de sauvetage. Les empreintes digitales sont des preuves matérielles, insista-t-elle d'une voix légèrement tremblante, comme si elle sentait sa prise lui échapper. On vous place dans le véhicule, monsieur Laroche. Étienne secoua la tête, un sourire amer tirant ses lèvres. Il prouve que j'ai touché une voiture. Pas que je l'ai volée, rétorqua-t-il d'une voix calme mais ferme. Et si on parle de preuves, pourquoi n'as-tu pas appelé l'expert qui a analysé ces empreintes? Où est-il? Pourquoi ne puis-je pas l'interroger sur la façon dont ces empreintes ont été prélevées, sur la chaîne de traçabilité, sur la fiabilité de l'analyse? Il se tourna une fois de plus vers le jury, sa voix s'élevant, vibrant d'une indignation qui semblait faire trembler les murs même de la salle d'audience. Est-ce là la justice? Une accusation fondée sur des suppositions, sans la moindre chance de vérification. Une conviction née du simple fait que mon visage, ma peau, mon nom ne rentrent pas dans ce système. La salle d'audience était suspendue à chacun de ces mots. Chaque question, chaque argument avancé par Étienne frappait comme un coup de marteau. Brisait la façade polie de l'accusation. Une jurée, une femme d'une 50aine d'années, serrait son carnet contre sa poitrine. Ses yeux brillaient d'une émotion nouvelle. Un homme au fond hocha lentement la tête, comme s'il voyait Étienne pour la première fois. Même l'huissier, jusque-là impassible. Il semblait perturbé, ses bras n'étaient plus croisés. Son regard se fixa sur le jeune homme. Le procureur, acculé, a tenté de parler. Votre honneur, ces questions ne sont pas pertinentes, a-t-elle rétorqué. Mais sa voix avait perdu de sa force. Le tranchant de sa confiance s'est émoussé en un écho fragile. Le juge Valmont, pour la première fois, se redressa sur sa chaise. Ajustant ses lunettes, son regard se fixa intensément sur Étienne. L'arrogance qui le définissait autrefois avait disparu. Remplacée par une attention méfiante, presque inquiète. Il ne s'attendait pas à ça. Pas ce garçon, à peine âgé de 10 ans lorsque son combat a commencé. Maintenant, debout là, parlant avec la précision d'un avocat chevronné. Thérèse Laroche, assise au fond. Elle serrait son sac à main contre sa poitrine, les larmes aux yeux. Elle a vu son fils.
Le garçon qu'elle avait élevé à travers les difficultés et l'injustice. Il se tient désormais debout face à un système conçu pour l'écraser. Continue, mon fils, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Mais portée par une fierté inébranlable. Elle savait que ce n'était que le début. Que la bataille était loin d'être terminée. Pourtant, elle pouvait le voir. Dans ses yeux brûlait une lumière qu'aucun tribunal ne pourrait jamais éteindre. Étienne ne vacilla pas. Il savait que ce n'était que le premier tour. Chaque mot qu'il prononçait, chaque fissure qu'il révélait dans l'affaire. C'était un pas de plus vers la vérité. Mais il savait aussi que le chemin à parcourir serait long. Le procureur, ébranlé mais provocateur. Elle préparait déjà sa contre-attaque. Ses doigts fouillent dans les papiers avec une panique mal dissimulée. Les jurés, encore hésitants, pourraient être influencés d'un côté comme de l'autre. Et le juge, malgré son intérêt soudain, restait le gardien d'un système. Ce tribunal a passé des décennies à rendre des verdicts de la même manière impitoyable. Mais Étienne n'était pas venu ici pour plaire. Il était là pour se battre. Pour dénoncer une injustice qui a trop longtemps prospéré dans l'ombre. Et il n'allait pas s'arrêter maintenant. Pas avant la vérité. La vérité qui lui avait toujours été refusée. S'enflammerait à l'air libre. La salle d'audience de la Cour supérieure de Los Angeles tremblait d'une tension presque tangible. Comme si chaque mot prononcé par Étienne Laroche faisait trembler les murs. Le jeune homme, à peine âgé de 18 ans, restait seul au centre de la pièce. Et d'un seul coup magistral. Il avait ébranlé les fondements du dossier qui pesait sur lui. Il avait remis en question le témoignage de l'agent Marc Dupont. Et la prétendue validité des preuves d'empreintes digitales. Procureur Nathalie Fournier, qui jusqu'à présent avait rayonné une telle certitude, semblait secoué. Ses dossiers serraient sa poitrine comme un bouclier fragile. Les jurés, visiblement perturbés. Nous avons échangé des regards inquiets. Même le juge Richard Valmont. Son arrogance initiale disparut. Étienne regardait maintenant avec des yeux nouveaux. Prudent, presque méfiant. Mais Étienne n'avait pas fini. Il savait que ce combat ne serait pas gagné. Avec de simples questions ou doutes. Il avait besoin d'une arme. Une vérité indéniable qui ferait s'écrouler le fragile château de cartes de l'accusation. Prenant une profonde inspiration. Ses yeux parcoururent la pièce avant de se poser sur le juge. « Votre honneur, dit-il. » Sa voix claire, stable, inébranlable. « Je voudrais soumettre un élément de preuve supplémentaire. » Une vague d'étonnement parcourut la salle d'audience. Comme une vague se brisant sur un rivage silencieux. Nathalie Fournier, les lèvres pincées. Redressée sur son siège. Ses yeux se rétrécissent de suspicion. « Quelle preuve ?» demanda-t-elle. Sa voix trahissait un léger fil de nervosité. Le juge Valmont, les sourcils froncés. Penché en avant. Son ton est un mélange de curiosité et de scepticisme. « À quoi faites-vous référence, monsieur Laroche ?» demanda-t-il. Étienne tendit une seule feuille de papier. Le tenant avec une assurance calme. « Ceci est la déclaration sous serment du propriétaire du véhicule. »« Monsieur Maurice Campion » répondit-il. Sa voix résonna dans la salle d'audience comme un coup de tonnerre. Les jurés se sont figés. Leurs yeux se sont fixés sur le document. Sentant le danger, Nathalie se releva d'un bond. « Votre honneur, c'est inadmissible » aboya-t-elle. Sa voix monte en puissance. Cette déclaration n'a jamais été soumise lors de la découverte. But Étienne stood firme. Secouant la tête. « C'est étrange, Madame Fournier, dit-il. Un sourire amer sur ses lèvres. Cette déclaration apparaît dans le rapport original de la police. Pourquoi l'as-tu ignoré ? Un silence froid s'installa dans la pièce. Si dense qu'il semblait étouffer l'air lui-même. Les jurés, autrefois hésitants. Maintenant penchés en avant, rivés. Le juge Valmont ajusta ses lunettes. Son regard va d'Étienne au procureur. Expliquez-vous, monsieur Laroche. Il a ordonné. Sa voix était grave, presque solennelle. Étienne souleva le papier plus haut. Le tenant en l'air comme une bannière. Monsieur Campion, le propriétaire de la Mercedes, a déclaré ceci la nuit du vol. Il commença, sa voix ferme et précise. J'ai laissé ma voiture en marche devant l'épicerie. Quand je suis sorti, il avait disparu.
J'ai vu le voleur s'enfuir. C'était un homme blanc d'une trentaine d'années, portant une casquette rouge. Une vague d'étonnement parcourut la pièce. Comme une explosion d'incrédulité. Les spectateurs, autrefois prompts à juger Étienne. Je suis resté silencieux. Leurs murmures ont été remplacés par un silence stupéfait. Les jurés échangèrent des regards. Certains griffonnent frénétiquement. D'autres regardent Nathalie avec une nouvelle suspicion. Étienne Presdon. Sa voix s'élevant avec une fureur contrôlée. Vibrant d'indignation contenue. Je ne suis pas blanc. Je n'ai pas 30 ans. Je ne portais pas de casquette rouge. Et pourtant. C'est moi qu'ils ont arrêté. Je suis celui qu'ils ont menotté. C'est moi qui suis traîné dans cette salle d'audience pour être jugé. Ces mots, comme des flèches. Perçaient l'arrogance de l'accusation. Dévoilant une vérité que personne ne pouvait désormais nier. Nathalie, les joues rouges d'humiliation. J'ai essayé désespérément de reprendre le contrôle. Votre honneur, balbutia-t-elle. Sa voix tremblante. Cette déclaration n'invalide pas les preuves matérielles. Les empreintes digitales du défendeur sont sur le volant. Mais Étienne l'interrompit sèchement. Encore les empreintes digitales, rétorqua-t-il. Son ton était empreint d'une ironie mordante. Combien de fois dois-je le dire? J'ai touché cette voiture parce qu'elle était garée là. Déverrouillée. Devant le magasin où je me promenais avec mes amis. Mais je ne l'ai pas volée, et tu le sais. Il se tourna vers les jurés, les yeux flamboyants d'une colère vertueuse. Ce que vous ne savez pas, c'est que la police a retrouvé cette voiture abandonnée à quelques pâtés de maison de l'endroit où j'ai été arrêté. J'étais à pied, rentrant chez moi avec 3 amis quand ils m'ont jeté au sol, pas de poursuite, pas de fuite, pas de crime, juste un jeune latino au mauvais endroit au mauvais moment. Les jurés, désormais captivés, semblaient complètement suspendus à ces paroles. Une femme au premier rang serrait fermement son carnet contre sa poitrine, ses yeux brillants d'une nouvelle émotion. Un homme plus âgé hocha lentement la tête, comme s'il voyait Étienne sous un nouveau jour. Même l'huissier, jusque-là inexpressif, avait décroisé les bras, le regard fixé sur le jeune homme. La vérité brute et sans phare qu'Étienne brandissait comme une arme, commençait à fissurer la façade polie de l'accusation. Nathalie, acculée, feuilletait ses dossiers dans un désarroi frénétique, à la recherche d'une échappatoire. Votre honneur, tenta-t-elle, la voix tremblante. L'accusé était présent sur les lieux. Ses empreintes digitales constituent une preuve directe. Mais ses paroles sonnaient creux, écho d'une confiance déjà brisée. Sentant le changement dans la pièce, Étienne s'avança, enfonçant le clou plus profondément. Si les preuves sont si directes, dit-il, sa voix vibrant d'une indignation à peine contenue. Pourquoi la déclaration de M. Campion a-t-elle été ignorée? Pourquoi l'officier du pont n'a-t-il jamais mentionné l'homme blanc à la casquette rouge? Pourquoi ce rapport, qui se trouve dans le dossier original, a-t-il été enterré? Il s'arrêta, laissant ces questions planer dans l'air comme une tempête qui approche. Parce que ce système ne cherche pas la vérité. Il cherche un coupable. Et pour eux, un jeune latino comme moi est toujours le coupable parfait. Un silence profond, presque sacré, enveloppa la salle d'audience. Les jurés, visiblement ébranlés, semblaient remettre en question tout ce qu'ils avaient cru. Le juge Valmont, pour la première fois, a retiré ses lunettes, ses doigts frottant l'arête de son nez comme s'il essayait de donner un sens à ce qui se passait. L'assurance qui avait marqué l'ouverture de l'audience avait disparu, remplacée par une perplexité croissante. Il savait. Ce document, ce témoignage, a tout changé. Il savait que l'accusation, autrefois si sûre d'elle, venait de prendre un coup fatal. Mais plus que cela, il a commencé à voir Étienne non pas comme un accusé présomptueux mais comme un jeune homme qui, contre toute attente, exposait les failles d'un système qu'il avait toujours pensé être juste. Thérèse Laroche, assise au fond de la salle, retenait son souffle, les mains serrées autour de son sac, des larmes s'accumulaient dans ses yeux, non pas des larmes de tristesse mais de fierté féroce et provocante. Elle a vu son fils, le garçon qu'elle avait élevé dans l'adversité, debout devant une salle d'audience entière, brandissant la vérité comme une lame. « C'est mon fils », murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Montre-leur qui tu es. » Mais Étienne est resté concentré. Il savait que ce moment, ce document, n'était qu'une étape. Le procureur, bien que secoué, ne s'était pas encore rendu. Les jurés, bien que perturbés, n'étaient pas encore totalement convaincus. Et le juge,
malgré son malaise, est resté le gardien d'un système conçu pour le maintenir en place. Mais pour Étienne, il ne s'agissait pas seulement de sa propre innocence. Il s'agissait de justice, la vraie justice qui lui avait toujours été refusée. Et il était prêt à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. La salle d'audience de Los Angeles semblait suspendue dans un silence irréel, comme si le temps lui-même s'était arrêté. La déclaration de Maurice Campion, brandie par Étienne Laroche, avait fait l'effet d'un coup de tonnerre, ébranlant les fondements même du dossier de l'accusation. Les jurés, jusque-là hésitants, ont désormais fixé leur regard sur le jeune homme de 18 ans avec un mélange d'étonnement et d'admiration. La procureure Nathalie Fournier, les lèvres pincées, feuilletait en vain ses dossiers, à la recherche d'une défense qui n'existait plus. Le juge Richard Valmont, ses lunettes posées sur son bureau, regardait Étienne avec des yeux nouveaux, des yeux où l'arrogance avait cédé la place à une gravité inattendue. La vérité, cette vérité perçante et indéniable qu'Étienne avait mise à nu, flottait dans l'air, impossible à ignorer. Le juge Valmont s'éclaircit la gorge, brisant le silence. « Monsieur Laroche, dit-il d'une voix lente, presque solennelle. Votre intervention a soulevé de sérieuses questions. » Il s'arrêta, ses yeux cherchant le visage du jeune homme comme s'il le voyait vraiment pour la première fois. Puis il s'est tourné vers le procureur. « Madame Fournier, avez-vous quelque chose à ajouter ?» Nathalie, visiblement instable, ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ses doigts, serrant ses dossiers, trahissaient sa défaite. « Non, votre honneur, » murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible, une confession d'échec murmurée. Une vague d'étonnement et de satisfaction parcourut la salle d'audience. Les jurés échangèrent des regards, certains hochant la tête, d'autres baissant les yeux comme s'ils étaient frappés par le poids de ce qui venait de se passer. Le juge Valmont prit une profonde inspiration, les mains jointes devant lui. Après avoir examiné les preuves présentées, a-t-il déclaré, sa voix résonnant dans la salle. Et en l'absence de preuves suffisantes pour établir la culpabilité de l'accusé, je prononce le rejet des accusations contre monsieur Étienne Laroche. Les mots tombèrent comme une délivrance, comme un éclair perçant l'obscurité. Un frisson d'émotion parcourut la pièce. Certains spectateurs se sont levés, applaudissant doucement, leurs mains oscillant entre l'incrédulité et l'admiration. Une femme au premier rang, les yeux humides de larmes, chuchota à son voisin. Ce gamin a renversé la situation. Un homme plus âgé à l'arrière hocha la tête, un sourire discret sur les lèvres. Les jurés, libérés de leur tension, semblaient également émus, leur visage reflétant un mélange de respect et de honte silencieuse. Ils avaient cru, même un instant, aux accusations portées contre lui, et cette prise de conscience les a profondément ébranlés. Étienne resta immobile, absorbant le moment. Il ne souriait pas, ne jubilait pas. Ses yeux, toujours fixés sur le juge, brillaient d'une intensité féroce. Ce n'était pas seulement sa liberté qu'il avait reconquise. C'était une victoire sur un système qu'il avait jugé coupable avant même qu'il ait parlé. Un système qui avait tenté de le réduire à un stéréotype, à un numéro dans un dossier. Il s'est tourné vers les jurés, sa voix claire et inébranlable. Ce tribunal, a-t-il déclaré, ne juge pas seulement un seul homme. Elle juge des milliers de personnes ou d'autres comme moi condamnées non pas pour ce qu'elles ont fait, mais pour ce qu'elles sont. Aujourd'hui, la vérité a gagné. Mais combien d'autres attendent encore? Ces mots, prononcés avec une gravité bien au-delà de son âge, ont envoyé une vibration à travers la pièce. Les applaudissements, hésitants au début, ont gagné en force, remplissant l'espace d'une marée montante de solidarité. Une jurée, une femme d'une cinquantaine d'années, a essuyé une larme, touchée par la vérité brute et sans filtre des mots d'Étienne. Même l'huissier, jusque-là impassible, baissa les yeux, comme si elle reconnaissait pour la première fois l'injustice qu'elle avait toujours servie. Nathalie Fournier, vaincue, est restée figée, ses dossiers inutiles devant elle. Elle savait que son dossier, apparemment solide, s'était effondré sous le poids d'une vérité qu'elle avait choisi d'ignorer. Le juge Valmont, lui aussi, regardait Étienne avec des yeux nouveaux. L'arrogance qu'il avait définie au début de l'audience avait disparu, remplacée par une lueur de respect, peut-être même de remords. Il frappa son marteau, un son aigu et décisif scellant le résultat. L'audience est levée, a-t-il déclaré, bien que sa voix manquait de sa certitude habituelle. Puis, se tournant presque à contre-cœur vers Étienne, il ajouta. « Monsieur Laroche, vous avez un certain talent. Vous devriez envisager une carrière dans le droit. » Ces mots, prononcés avec une sincérité inattendue, soulevèrent un léger murmure d'approbation dans la salle d'audience.
Étienne inclina légèrement la tête, un geste poli mais son regard ne trahit aucune surprise. Il savait depuis longtemps ce qu'il voulait faire de sa vie. Ce tribunal, ces accusations, ce combat ce n'était que le début. Il ne répondit pas au juge, mais son silence était plus éloquent que n'importe quelle parole. Lentement, il se tourna vers le fond de la pièce, où se tenait sa mère, Thérèse Laroche, les larmes coulant abondamment sur ses joues. Elle ne cherchait plus à les cacher. Ses mains, toujours serrées contre son sac, tremblaient d'une émotion indescriptible. Elle n'applaudit pas. Elle ne parla pas. Elle regarda simplement son fils, le garçon qu'elle avait élevé dans l'adversité, avec une fierté qui transcendait les mots. La pièce, encore vibrante d'émotion, commença à se vider. Les spectateurs, visiblement émus, échangeaient des murmures. Certains secouaient la tête, incrédules. D'autres hochaient lentement la tête, admiratifs. Étienne restait immobile, absorbant le poids du moment. Il savait que cette victoire n'était pas la sienne seule. Elle appartenait à tous ceux qui, comme lui, avaient été jugés avant d'être entendus. Et dans ce silence, dans cette salle d'audience où la justice avait enfin prévalu, il sentit une certitude s'enraciner au plus profond de lui. Ce n'était pas la fin. C'était le début d'un combat plus vaste, pour une justice qui ne se contenterait plus de paroles, mais exigerait des actes. La salle d'audience de Los Angeles, encore chargée du souvenir du verdict, sembla se transformer. Les applaudissements, hésitants au début, se transformèrent en un silence pesant, empli de respect et de recueillement. Étienne Laroche, ce jeune homme de 18 ans qui avait osé défier tout un système, se tenait toujours au centre de la salle, immobile, comme s'il encaissait le poids de sa victoire. Les jurés, désormais silencieux, le regardaient avec une admiration nouvelle, le visage marqué par un réveil tardif. La procureure, Nathalie Fournier, vaincue, remplissait ses dossiers d'un geste machinal, son ancienne confiance en elle brisée. Le juge Richard Valmont, ses lunettes posées sur le banc, observait la scène avec une gravité inhabituelle, comme s'il mesurait pour la première fois les failles du système qui l'avait servi pendant des décennies. Étienne se tourna lentement vers la sortie. Ses pas résonnèrent sur le plancher usé, chaque bruit témoignant du poids de sa lutte. À l'extérieur du tribunal, une tempête attendait, caméras, micros, flash fulgurants. Les journalistes se pressaient sur les marches du palais de justice, leurs voix aiguës, exprimant l'urgence. « Étienne, savais-tu que tu allais gagner » a crié l'un d'eux. « Que vas-tu faire maintenant » a demandé un autre. Mais Étienne, les mains dans les poches, la capuche de son sweatshirt relevée, continuait son chemin sans un mot. Il n'était pas là pour la gloire, ni pour faire les gros titres. Il était ici pour la justice, une justice qu'il avait arrachée à un système qui voulait l'écraser. Au pied des marches du palais de justice, une silhouette familière attendait, Thérèse Laroche. Elle se tenait droite, les bras croisés, le visage marqué par l'épuisement et la fierté. Ses yeux, encore humides des larmes versées au tribunal, brillaient d'une lumière indomptable. Quand Étienne la rejoignit, elle secoua la tête, un sourire tremblant aux lèvres. « Tu m'as fait peur, mon fils » murmura-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Mais je savais que tu ne te prosternerais pas. » Étienne sourit faiblement, se grattant la nuque avec une gêne timide qui contrastait avec le sang-froid farouche dont il avait fait preuve au tribunal. « Quelqu'un devait leur montrer, » répondit-il d'une voix basse, presque un murmure. Thérèse l'attira dans une brève mais féroce étreinte, comme si elle voulait graver ce moment dans son cœur pour toujours. De l'autre côté de la rue, le juge Valmont observait la scène, adossé à sa voiture, les mains dans les poches. Son costume, impeccable comme toujours, et ses cheveux gris soigneusement peignés ne parvenaient pas à dissimuler l'ombre qui obscurcissait son regard. L'arrogance qu'il avait définie au début du procès avait disparu, remplacée par une introspection silencieuse. Il repensa à ce jour, à ce jeune homme qui, contre toute attente, avait fait tomber un système qu'il croyait autrefois inébranlable. Combien d'autres Étienne avait-il condamné sans réfléchir? Combien de verdicts avait-il rendus, fondés non pas sur la vérité mais sur des préjugés? Cette pensée le hantait, comme une blessure découverte trop tard. Mais Étienne ne se retourna pas. En quittant le tribunal, il savait que cette victoire n'était qu'un début. Le feu qui brûlait en lui ou le feu que Thérèse avait allumé par ses récits, ses leçons, sa résistance silencieuse ne s'éteindrait pas. Il voulait devenir avocat, non pas pour la gloire, mais pour donner la parole à ceux que le système réduisait au silence dans son quartier, dans sa ville, dans ce pays. Trop de personnes, comme lui, ont été jugées avant d'être entendues, condamnées avant d'être comprises. Et il a refusé que cela continue. Ce n'est pas fini,
murmura-t-il, plus pour lui-même que pour sa mère, les yeux fixés sur l'horizon. Mais sous sa détermination, une question pesait sur lui, sur Thérèse, sur tous ceux qui avaient assisté au procès. Combien d'autres n'ont pas eu la même chance qu'Étienne? Combien d'innocents, à son insu et sans son courage, croupissent encore derrière les barreaux, victimes d'un système qui privilégie la facilité à la vérité? Cette pensée, comme une lame, transperça le cœur de tous ceux qui avaient vu Étienne triompher. Car sa victoire, aussi radieuse soit-elle, révéla une vérité plus sombre. Pour chaque Étienne qui s'est libéré, des dizaines, des centaines, peut-être des milliers, sont restés piégés. C'est dans ce silence, dans cette réflexion, que résonnait encore la voix d'Étienne. La justice ne vient pas d'elle-même, avait-il déclaré au tribunal. Et ces mots avaient désormais un poids universel. Ils ont parlé à tout le monde, à ceux qui regardaient, à ceux qui écoutaient, à ceux qui avaient un jour ressenti la douleur de l'injustice. Si vous entendez cette histoire, semblait-il dire, ne vous contentez pas d'applaudir. Agissez. Parlez. Partagez. Parce que la justice n'est pas un don, c'est un combat. Et dans ce combat, chaque voix compte. Chaque action peut faire la différence. Cette histoire est une œuvre de fiction créée à des fins éducatives et de divertissement. Elle n'a pas pour but de critiquer ou d'attaquer un individu, un groupe ou une organisation. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite. Cette histoire vous a-t-elle touché ou inspiré? Laissez un commentaire, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne, Histoire de justice sociale, pour découvrir d'autres récits qui expriment l'espoir et la justice. Votre soutien permet à ces histoires de voyager plus loin.